monde a eu à un moment donné un prof qui l'a marqué, que ce soit en positif ou malheureusement, on va dire, en négatif. Toutes les personnes qui vont écouter ou voir cette interview, ça va leur faire flash dans la tête. Mais en fait, le métier d'enseignant, c'est pas un métier en soi, c'est vraiment une vocation. On leur apprend à vivre et à être en société. C'est pas pour autant qu'il est pas capable. Il rentre juste pas dans la case. Alors d'accord. Alors parce qu'il rentre pas dans cette case, il n'a pas d'opportunité. Aujourd'hui dans Leaders, on discute avec Vanessa Suriano qui est la directrice de 2 écoles, l'école Roche et l'école Panorama. Avec elle, on va discuter de l'éducation de manière générale, sa vision de l'éducation, où ça va, comment il doit évoluer, et aussi les différences entre les écoles privées et les écoles publiques en Suisse, comment bien choisir une école privée, la différence aussi si on a des enfants, comment choisir si c'est la meilleure option pour eux d'aller dans une école privée ou dans une école publique. Une discussion vraiment intéressante que je vous conseille de regarder, vous allez apprendre énormément de choses. Bienvenue dans Leaders. Vanessa, bienvenue. Merci. Un plaisir de t'avoir. Comme je te disais avant, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Et j'ai une question pour commencer. J'aimerais en fait comprendre à quel moment, est-ce que tu peux nous expliquer ce moment où tu as réalisé à quel point l'éducation pouvait avoir un impact. On dit souvent, c'est un peu cliché, mais peut changer une vie, etc. Mais vraiment, à quel moment est-ce que tu te souviens de ce moment-là où tu te dis, mais en fait, l'éducation, il y a des choses à faire dedans, il faut faire des choses dans ce domaine-là? Finalement, assez jeune, je me suis rendu compte que l'éducation, la scolarité, la vie académique, etc., avaient un énorme impact sur tout le monde de manière générale. Et assez jeune, je me suis dit que effectivement, on devrait donner beaucoup plus d'importance à non seulement l'aspect, on va dire, de l'apprentissage pédagogique. Alors, ok, il faut apprendre le français, les maths, etc. Mais de plutôt donner plus d'attention, plus de voix, en fait, et être beaucoup plus à l'écoute des étudiants. Parce que finalement, nous, on est juste là pour les soutenir, les accompagner. Ok, génial. Ça, on va revenir dessus parce que c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Mais avant qu'on aille là-dedans, est-ce que tu te rappelles aussi, est-ce que tu te souviens un peu de ce déclic? Tu viens d'un domaine qui est assez différent, où tu as travaillé dans le luxe, dans la production, etc. Ce moment où tu as fait cette transition, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en transition de carrière, entre guillemets, mais qui veulent s'intéresser à d'autres sujets. Puis quand on le regarde en arrière, on dit « Ah, mais ouais, c'était une transition, c'était entre guillemets facile et tout. » Mais c'est toujours des moments assez compliqués quand on change de domaine, quand on va s'informer dans un autre domaine, quand on rentre dans d'autres choses. Tu te rappelles, toi, de ta entre guillemets transition, où tu t'es dit « Je vais commencer à faire des choses là-dedans ». Alors, l'éducation, le fait de donner de la formation, de donner des cours, etc., ça a quand même été toujours le fil rouge dans ma carrière, en tout cas dans toutes ces années de travail, sauf que je voulais le faire à ma manière. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, c'était lors de ma première grossesse que j'ai rencontré une personne qui m'a donné cette opportunité, en fait, de pouvoir rentrer vraiment dans le monde de l'éducation et pouvoir accompagner des étudiants, mais aussi un peu avec ma patte, quoi. Donc ça a été un moment, en fait, je pense que le moment de ma grossesse, le fait de prendre conscience que j'allais être aussi responsable d'un enfant, et je me questionnais beaucoup de comment l'accompagner au mieux, de comment le soutenir dans son évolution. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment, en gros, de prendre le virage. Et les étoiles s'alignent. Les choses ont bien fait. Exactement. C'était le bon moment, là. Ce sont les astres se sont alignés et on m'a mis en contact avec une personne qui a aujourd'hui, on peut dire, changé ma vie, quoi. Et cette transition, elle s'est faite presque du jour, entre guillemets, du jour au lendemain. Tu as commencé à travailler dans ce domaine-là. Tu as dit que tu as toujours été dedans, mais là, ça a vraiment été le switch où c'était maintenant c'est ton focus principal et tu vas faire, entre guillemets, que ça. J'ai été beaucoup... je travaillais dans un domaine de formation professionnelle continue, etc. Et puis, c'était quelque chose qui me donnait beaucoup de satisfaction, qui m'enthousiasmait beaucoup. Et puis, à ce moment-là, mon rêve, c'était quand même d'ouvrir une école. C'était mon plus grand rêve, quoi. Et je trouvais très intéressant de pouvoir allier mon côté un petit peu entrepreneurial avec mon côté éducatif. Et voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait confiance et puis qui m'a permis de collaborer et de participer à ce projet, quoi.
Ok, génial. Si on rentre un tout petit peu plus on va dire dans le domaine de l'éducation, on en parlait dehors, on en a parlé au téléphone, t'as eu cette phrase quand on discutait qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé. Tu m'as dit tout le monde à un moment donné dans sa vie, qui a eu la chance d'aller à l'école, etc., bien évidemment, mais tout le monde a eu à un moment donné un prof qui l'a marqué, que ce soit en positif Oui. ou malheureusement, on va dire, en négatif. Oui. Ça peut être les deux. Oui. Toi, tu te souviens Oui. du ou des profs qui t'ont marqué en positif, en négatif? Absolument. T'as ces histoires-là? Absolument. Okay. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'au même moment où on est en train de parler de ça, toutes les personnes qui vont écouter ou voir cette interview, ça va leur faire flash dans la tête. Mais c'est ça, quand on parlait au téléphone, moi, je me rappelle, je voyais le prof au tableau. Enfin, là, c'était le côté négatif qui est venu malheureusement en avant. C'était pas forcément le positif, c'est souvent le cas. Je me rappelle, etc. Et je peux citer la phrase que la personne a dit. Oui, tout, c'est extrêmement marquant. Donc oui, effectivement, j'ai eu, je pense comme beaucoup, les enseignants ou les professeurs qui m'ont marqué de manière négative, mais qui finalement ont été moteurs dans ma vie. Oui, j'ai deux personnes en particulier qui... Là, tu dis dans le positif ou dans le négatif? Dans le positif, qu'ils ont, alors pour le coup, vraiment littéralement changé ma vie. T'as eu la chance de leur dire ou pas? J'ai eu la chance de leur dire. Parce que c'est souvent ça, des fois. J'ai la chance de encore, si c'est possible, d'être en contact avec eux. Génial. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont été d'un soutien et c'est grâce à eux aussi que j'ai pris confiance, que je me suis dit que j'étais capable d'eux. C'était uni, école secondaire, c'était quoi? Pas du tout, c'était l'école obligatoire, fin d'école obligatoire. Ouais, c'était un prof de dessin et puis mon prof principal qui aujourd'hui est doyen de cet établissement. Et c'est vrai que pour moi, eux, ça reste les personnes les plus importantes qui m'ont vraiment fait avoir un déclic. Ouais, il y a un truc qui, moi, me fait beaucoup réfléchir, c'est depuis un moment maintenant, mais je fais souvent le parallèle avec les gens qui travaillent dans les œuvres de charité, etc. Mm-hmm. En fait, c'est des gens qui apportent un réel impact, qui ont une vraie force de changement. Et c'est pas forcément les salaires les plus hauts, c'est pas forcément le boulot le plus reconnu, etc. Et l'enseignement, j'ai l'impression que c'est un peu dans cette catégorie où c'est un travail qui a un impact énorme, mais j'ai l'impression qu'on se rend pas compte en fait de l'impact que ça a. C'est un peu, je sais pas, soit on fait l'autruche, je sais pas, mais j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte. Et même moi, je me rends peut-être pas compte. Des fois, j'y réfléchis, mais ça peut avoir un impact tellement grand. Et pourtant, c'est des métiers qui sont un peu, j'ai pas envie de dire mis de côté, mais on ne leur donne pas l'importance qu'elles devraient avoir d'une certaine manière. Alors oui, moi je le dis souvent aux enseignants qui travaillent dans mon établissement, c'est de leur dire, mais en fait le métier d'enseignant, c'est pas un métier en soi, c'est vraiment une vocation. Si vous pouvez être très très bon dans votre branche, vous êtes très bon en maths, etc., mais ça suffit pas dans ce métier. Ça veut dire qu'il faut avoir quand même la capacité de transmettre ce savoir. Et c'est pas donné à tout le monde. Et on peut faire toutes les études qu'on veut, on peut faire toutes les écoles qu'on veut. Il faut quand même qu'il y ait un côté humain. Et il faut véhiculer la connaissance, alors j'ai un peu romantique, mais avec beaucoup d'amour en fait. Mmh. Ça s'apprend ou c'est selon toi déjà à la base quelque chose qui est un peu inné et puis après ça s'améliore d'une certaine manière, ou est-ce que ça s'apprend un peu ce qu'on appelle la pédagogie, ce qu'on appelle transmettre avec amour comme tu dis? Est-ce qu'on peut quand même je pense que c'est fondamental d'avoir des outils puis des formations en pédagogie, etc., parce que ça aide et ça supporte et ça met le cadre et puis c'est très important. Mais à mon humble avis, ça suffit pas. Il faut vraiment avoir cette volonté, cette envie de se lever le matin et de rentrer sur scène. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes enseignants, c'est que vous êtes sur scène. C'est vous les patrons dans cette salle. Donc, c'est vous qui devez transmettre et faire passer la connaissance de manière un peu époustouflante, quoi, parce qu'ils sont là pour apprendre. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui est d'une énorme responsabilité de l'enseignant. Mais pas uniquement, justement, dans la transmission d'une branche, etc., mais on leur apprend à vivre et à être en société. Et du coup, pour moi, ça, c'est des points qui sont fondamentaux. On n'en parle pas assez.
Aujourd'hui, je fais vite un exemple. Je me suis retrouvée parce que je suis une directrice qui n'est pas derrière un bureau. Je suis un peu atypique. Hein, je rentre dans les classes, j'interviens, je m'assieds, j'écoute les cours, etc. Très proche de mes étudiants. Et du coup, j'étais en classe et puis j'ai interpellé l'enseignant en question pour dire, mais il faut parler, par exemple, aussi de la nourriture, de qu'est-ce qu'ils mangent, comment ça les aide, en fait. Ils sont bientôt en examen, ce côté un peu performance, d'accord ? On le prépare, le corps, l'âme et l'esprit à passer un examen. Donc, du coup, je pense que l'école, aujourd'hui, est à un axe certain de connaissances à acquérir, mais on oublie parfois trop souvent qu'on leur apprend aussi à vivre et puis à être au monde, quoi. Et ça, c'est toute la responsabilité pour moi de l'enseignant. Ça fait beaucoup. Oui. C'est pour ça que je parle de vocation ouais. et pas d'un métier lambda ou sans enlever rien, aucun métier évidemment. Hein. Mais on a une grande responsabilité parce qu'on marque les jeunes et comme on l'a dit tout à l'heure au début de cette conversation, tout le monde se souvient de l'enseignant qui lui a donné le coup de pouce, qui lui a changé un petit peu le mindset et autant l'enseignant qui était un peu plus aigri ou un peu plus ou dans une période aussi compliquée de sa vie, etc., mais qui vous a marqué de manière négative. Et inévitablement, ça reste dans l'esprit de la personne qui le reçoit. Ouais, une grosse responsabilité, mais c'est aussi un impact qui va avec, du coup, parce qu'on peut vraiment changer. De nouveau, ça fait peut-être un peu cliché, mais changer la trajectoire d'une vie. Tu disais, toi, c'est ce qui t'est arrivé d'une certaine manière. Ces deux personnes-là, tu t'en rappelles encore, tu es encore en contact avec eux. Oui. Est-ce que si tu les avais pas eu comme prof, alors je dis pas que tu serais totalement à un autre endroit, mais sur le principe, tu te dis, mais ça peut. Oui. Et c'est quand même jeune, tu vois, tu parlais alors après, ça peut être à l'uni, ça peut être plus tard aussi, mais même très jeune, où tu dis, mais si ce prof m'avait pas parlé comme ça, m'avait pas dit ça, m'avait pas redirigé de cette manière-là, on ne saura jamais, hein, mais c'est ça. Moi, je trouve ça incroyable à quel point ça a un impact et à quel point ça peut changer la vie de quelqu'un, on peut le dire comme ça. Et pourtant, ça reste quelque chose qu'on met de côté un peu, malheureusement. Enfin, de nouveau, c'est mon œil de l'extérieur, en fait, et c'est tellement agréable de voir justement qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui mettent j'ai envie de dire un point d'honneur, mais de dire, en fait, on va faire les choses autrement, et le rôle, il n'est pas que de transmettre une connaissance, il est de faire ça. Tu parlais de nutrition avant, ce que je trouve assez incroyable parce que j'y avais jamais pensé. Mais oui, c'est vrai, d'une certaine manière, on n'a pas forcément accès à ces informations-là. Le professeur les a et il peut nous les transmettre. En tout cas, moi, je pense que le plus important aussi, et ça, c'est vraiment pour le coup un rôle au niveau de l'école, des institutions, etc., mais c'est vraiment de leur apprendre et à avoir un esprit critique sur les choses, sur toute la consommation qu'ils ont de manière générale. Et c'est pour ça qu'on fait des études, en fait. C'est pour développer cet aspect critique. Et du coup, je pense qu'effectivement, les enseignants, moi-même, toute personne qui est proche d'adolescents ou de jeunes, etc., il faut leur dire, OK, bois ton coca ou bois ce que tu veux ou consomme les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, mais fais-le de manière intelligente. C'est-à-dire, fais-le en sachant pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu fais. Et à quel moment c'est bien de le faire, hein, entre guillemets, mais à quel moment ça peut être fait, comment ça doit être fait de manière. Enfin, c'est comme tout, hein, avec modération et un esprit critique, il n'y a rien qui est nocif. Hein. Non. Pas les jeux vidéo, pas les réseaux sociaux, pas rien. Mais il faut les accompagner dans cette connaissance. Intéressant. Et si du coup on parle on entend souvent, même moi je le dis en fait, en préparant cette discussion, j'ai réalisé que je l'avais dit 2-3 fois. On dit toujours, mais en Suisse, on est vraiment bien, on a un bon système et tout. Mais j'ai l'impression que je le disais juste parce que je l'avais entendu. En fait, j'en sais rien. Et si je suis honnête, je sais pas trop. En fait, c'est l'intuition que j'avais ou de ce que je voyais. Qu'est-ce que toi, t'en penses en tant que professionnel du secteur? Est-ce qu'en Suisse, on est quand même, entre guillemets, bons élèves? Alors, j'imagine qu'on peut toujours améliorer. Il y a plein de choses qu'on peut mieux faire. Mais est-ce que sur le principe, on est plutôt dans la bonne voie? On va dans la bonne direction? C'est un peu quoi ta vision par rapport à ça en Suisse? Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être effectivement en Suisse parce que on a un système éducatif qui est très bien conçu, très bien ficelé.
On reste quand même un des pays au monde où, quand vous sortez de l'université, vous avez une grande reconnaissance au niveau international. Donc, cette image véhiculée par l'éducation suisse en dehors de notre territoire a une énorme plus-value. Je pense que le système suisse, c'est un système qui fonctionne très bien. Comme tout système, il ponctuellement mérite d'être vu et mérite en fait qu'on se pose différentes questions aussi parce que le public évolue. Hein, aujourd'hui, les étudiants que nous avons, c'est pas les enseignants que nous étions ou que nos parents étaient. Par contre, le système a un petit peu de difficulté, évidemment, parce que c'est un énorme bateau. Quand on décide de prendre un virage, il faut avoir la patience et puis et l'enthousiasme. On ne doit pas perdre l'enthousiasme de piloter aussi et puis d'aider justement à manœuvrer. Donc, oui au système éducatif suisse. Oui. Ok, intéressant. Et si je te donnais maintenant, je ne sais pas combien, 100 millions, 200 millions pour hacker l'éducation en Suisse ou ailleurs, hein, c'est quoi les changements que tu ferais? Comment est-ce que tu modifierais aujourd'hui un système éducationnel, on va dire? Qu'est-ce que tu lui apporterais? Est-ce que tu mettrais plus de technologie? Est-ce que tu mettrais plus d'argent, je dis n'importe quoi, dans les salaires des professeurs pour avoir des gens qui sont peut-être plus formés? Est-ce que tu aurais une vision de comment tu ferais pour améliorer les choses aujourd'hui? Alors, c'est très complexe. Je pense que, par exemple, au niveau académique, en Suisse, au niveau technologie, intégration de la technologie, on n'est pas en arrière, on va dire. Au contraire, maintenant, si j'avais une baguette magique et que je pouvais modifier un petit peu le système, je pense que je le rendrais un petit peu moins sélectif, ou en tout cas pas uniquement sur les critères imposés actuellement. C'est-à-dire? Système de notes uniquement. Tu changerais ce système-là? Alors, je pense que le système de notation est très important. C'est une évaluation. Mais d'une autre manière. Je pense que je viendrai pas changer ça ou modifier ça, non, de loin pas. Je pense que j'y ajouterais quelque chose. Voilà, c'est ça plutôt. Je pense qu'aujourd'hui, personnellement, je donne aussi beaucoup d'importance à un profil. Je donne plus d'importance à un étudiant qui, ne rentre pas dans la case dans laquelle on devrait le forcer à rentrer parce qu'il a, un profil qui est un petit peu différent. C'est pas pour autant qu'il n'est pas capable. Il rentre juste pas dans la case. Mm-hmm. Alors, d'accord. Alors, parce qu'il rentre pas dans cette case, il n'a pas d'opportunité. Voilà, c'est simplement à ce niveau-là. Et que c'est ça. Okay. Aujourd'hui, on est quand même dans un système où de plus en plus de diagnostics sont posés sur les étudiants, ce qui est à la fois une bonne chose et une fois un peu problématique, parce que quand on pose un diagnostic à un adolescent ou à un enfant, c'est très bien s'il y a une structure derrière ou s'il y a une manière quand même de le faire avancer de la même manière que son camarade qui n'a pas de diagnostic, on va dire ça comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, les étapes. Quelles sont les solutions qu'on peut leur offrir et comment est-ce que nous, on s'adapte? C'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment on peut quand même les faire avancer sans que ça devienne un handicap? Parce que ça ne sert à personne, ni à eux, ni à la société. Mais comment on peut transformer ça dans certaines forces? Ok. Et c'est là... Pardon, tu voulais dire quelque chose, dis-moi. Je voulais juste finir en disant, par exemple, je me suis beaucoup intéressée, beaucoup instruite sur tout ce qui est justement TDAH, TDA, etc. On a de plus en plus d'adolescents diagnostiqués avec
cette particularité. Et puis, dans mes recherches d'informations, dans ma soif d'apprendre et de mieux comprendre, etc., on s'aperçoit quand même que c'est des profils qui ont une capacité majeure à devenir entrepreneurs, par exemple. Ce qui explique beaucoup. Ok. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup, c'est souvent le cas. On le voit très souvent chez les entrepreneurs, etc., qui ont ce profil-là d'une certaine manière parce que ça te permet de faire certaines choses parce que c'est multi-fonction dans la tête. Donc, du coup, si on suit la ligne scolaire, on va dire, standard, il va être écarté du système. Or que je suis profondément convaincue que c'est toute cette différence qui va apporter un changement et puis une amélioration au niveau aussi pédagogique et aussi au niveau de l'apprentissage de chacun, en fait. Ok. Ce qui nous amène du coup à aujourd'hui, tu diriges 2 écoles, donc l'école Roche et Panorama. Peut-être commençons par l'école Roche. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? C'est école secondaire? Alors oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. L'école Roche est une école qui forme les étudiants en fin de scolarité obligatoire, essentiellement pour voie prégymnasiale et maturité suisse. Donc, on prépare les étudiants à passer la maturité suisse, anciennement dite maturité fédérale. Okay. Ça, c'est de quel âge à quel âge? Moi, j'ai oublié, je ne sais plus quel âge j'avais. Alors, on va dire que ça avertit entre 12 et 20. Entre 12 et 20, ok. Voilà. Vous parlez souvent, quand on regarde ce que vous faites et de la manière dont vous le faites, vous parlez souvent de petits effectifs. Oui. Pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, en tout cas c'est pour moi, depuis que j'ai eu des enfants, c'est ce que tu disais un peu avant, on commence à se poser ces questions-là, même si je suis pas encore, ils n'ont pas encore cet âge-là, mais on commence à imaginer en disant, ok, le jour où, qu'est-ce que j'aimerais transmettre, comment ça va marcher, oui. Et puis voilà, puis on commence à se poser ces questions, puis à chercher. Et c'est quelque chose qu'on entend, les petits effectifs, etc. Vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, petits effectifs? Ça veut dire, voilà, est-ce que c'est combien de personnes, en fait, petits effectifs? Quels sont les bénéfices aussi de travailler ou d'avoir ces petits effectifs-là, mais aussi les défis que ça peut poser de l'autre côté? Alors, quand on parle de petits effectifs pour l'école Roche, on ne va jamais dépasser des classes de 13, 14 étudiants. Je pense profondément que d'avoir des effectifs de cette taille-là vont permettre à l'enseignant et aux étudiants aussi d'avoir plus de temps et plus d'espace, autant pour apprendre que pour transmettre. Je pense aussi que dans un petit effectif, on peut aussi mieux surveiller en fait s'il y a des intercations au sein d'une classe. Donc pour moi, il y a une vigilance majeure qui est faite non seulement au niveau de l'apprentissage, parce qu'en petit groupe, c'est quand même plus simple que si on doit interroger 25 élèves ou si on doit en interroger 13-14, le temps dédié à chaque élève, évidemment, est plus qualitatif parce qu'on a tout simplement plus de temps. Mais aussi au niveau, je ne tolère pas. Alors là, je suis vraiment, il n'y a pas de. Là, il n'y a pas de négociation possible. Je ne tolère pas de la malveillance entre les élèves. Je ne tolère pas tout ce qui est ce qu'on met dans la case harcèlement ou quoi que ce soit. Du coup, dans un petit effectif. Et dans une structure qui le permet, donc une école privée comme l'école Roche, on est tout de suite informé ou au cœur du problème. Rien ne peut vraiment nous échapper. Tu vas le voir beaucoup plus vite et plus tu vas rapidement. Pouvoir l'adresser beaucoup plus vite aussi. Exactement. Et intervenir cas échéant très rapidement au sein du groupe. Ça, on en parlait avant parce qu'en plus, c'est vrai, c'est que depuis que moi j'ai des enfants, je commence à réfléchir à ça, à l'éducation, à comment déjà moi faire mieux mon rôle de père, etc. Mais aussi le jour où ils vont devoir rentrer à l'école, on se pose toutes ces questions en fait. École publique, école privée, pourquoi, comment faire le choix, etc. Comment est-ce que toi tu recommandes déjà le choix entre les deux? Alors moi j'y suis pas encore parce qu'ils n'ont pas l'âge, mais le jour où on a un enfant qui a l'âge de rentrer en école secondaire, on doit, entre guillemets, on peut faire le choix entre privé et public. C'est quoi la réflexion qu'on devrait avoir en tant que parent pour prendre la bonne décision? Alors, il y a différents critères et différents niveaux de critères pour choisir une bonne école. Je vais mettre entre parenthèses, on va dire, le côté financier. Parce que, mine de rien, c'est quand même un point qu'il faut prendre en considération.
Maintenant, choisir une école privée, je pense qu'en Suisse romande, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de belles écoles privées qui véhiculent non seulement euh, des supports pédagogiques ou un encadrement qui est, on peut le dire, presque irréprochable, mais je pense que la question que les parents doivent se poser, c'est de se dire, au contraire, pourquoi je ne le mets pas en public? Pas pourquoi je le mets en privé. Quelles sont les raisons pour lesquelles je dois le mettre en privé? Mais pour quelles raisons je me dis peut-être que ce serait mieux une école privée. Dans ce cas-là, il faut se poser les questions de dire est-ce que j'ai envie justement d'un soutien personnalisé? Est-ce que j'ai envie que mon enfant soit encadré et soutenu et suivi dans son apprentissage? Est-ce que la question aussi que je me pose, c'est de dire est-ce qu'il s'y sent bien dans une école privée ou dans une école publique? Ce sentiment vraiment, il faut que les parents apprennent à partager beaucoup plus aussi avec leurs propres enfants, de quelles sont les envies et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Le choix d'une école privée, il y a vraiment beaucoup de critères pour faire le bon choix quelque part. Et comme je répète, on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui offrent une structure en adéquation avec les exigences de chaque parent, quoi. Et justement, comment tu aiderais un parent à sélectionner en soi une école privée? Est-ce que c'est en fonction voilà, est-ce que c'est l'effet combien d'élèves par classe? Est-ce que c'est le suivi qu'ont les professeurs, les connaissances qu'ont les professeurs? C'est quoi un peu ta réflexion quand toi, si tu dois choisir un jour une école privée pour aider un parent à trouver une école privée, c'est quoi un peu le processus de réflexion que tu as pour choisir la bonne? Pour moi, ce que je mettrais en priorité en tant que parent, je mettrais en priorité l'accompagnement et la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Pour moi, il est indispensable dans une école privée que mon enfant soit dans des classes réduites, évidemment, parce que ça serait rassurant de savoir qu'il est écouté et qu'il a le maximum de temps et d'attention de la part des enseignants. Pour moi, ça, c'est un des critères importants. Ok. Et tu mentionnais un autre point qui est, je pense, très important, c'est cet aspect financier. Mmh. On a souvent cette idée, on va dire, de dire ah mais les écoles privées c'est uniquement pour les gens qui ont énormément d'argent. Moi je vais même pas aller regarder en fait parce que ce sera trop cher. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment trop cher pour la plupart des gens ou au contraire on se fait une mauvaise idée, une fausse idée et c'est plus accessible que ce qu'on pourrait imaginer? Alors non, au contraire, je pense qu'aujourd'hui les écoles privées, bah, elles s'adaptent à beaucoup de porte-monnaie, on va dire. Il y a la possibilité d'accéder à une école privée sans être riche ou ce stéréotype qu'il faut être de famille riche de plusieurs générations pour accéder à une école privée. Non, pas du tout. En tout cas, je peux dire une chose, c'est que justement la vision du groupe dans laquelle j'ai la chance d'évoluer, on est plutôt dans l'optique de proposer une école accessible au plus grand nombre. Et je pense que comme nous, bah, il y en a d'autres. Donc, du coup, ça ne doit pas être un frein, je pense, le côté, cette image, en fait, de l'école privée hors de prix. Okay. Alors, il y en a, hein, mais dans le sens qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, il y a aussi d'autres solutions auxquelles on ne pense pas forcément. Et on ne perd pas en qualité. Ça, c'est très important de le dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une école privée très, très chère, etc., qu'on n'aura pas la même qualité d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, que dans n'importe quelle école que vous ayez privée, vous faites la maturité suisse. L'examen, c'est le même pour tout le monde. Hein. La finalité, c'est la même. Hein. Et pour terminer, j'ai on m'a parlé de deux petites choses. Je ne connais pas toute l'histoire, donc je vais te poser la question. La première, c'est le lien entre l'école Roche et le PFL. Qu'est-ce qui...
On m'a dit quelque chose, j'ai pas très bien compris, mais ça a l'air vachement intéressant. Donc déjà, là-dessus, je veux en savoir plus. Alors, c'est assez simple, hein, c'est une petite anecdote, c'est que le bâtiment où il y a aujourd'hui l'école Roche, c'est le premier bâtiment de l'école polytechnique de Lausanne. Donc, il n'y a jamais eu autre chose qu'une école Vu que ça est passé des choses, il y a plein de choses oui, ancrées dans les ces murs, imprimées dans ces murs. Exactement. En plus de ça, c'est un monument classé, c'est un bâtiment classé monument historique. Donc, pour le coup, les sols et les murs ont du vécu et du savoir. Et il a été pensé pour, donc ça amène plein de choses positives. Et la deuxième petite anecdote que je me réjouis d'en savoir un tout petit peu plus, parce que c'était vachement intriguant quand on m'en a parlé. Je vais te dire un mot et tu vas m'expliquer l'histoire, d'accord? Je vais essayer. On m'a dit la Didi. La Didi. Qu'est-ce que la Didi? Déjà, est-ce que c'est la Didi ou est-ce que c'est la Didi en un mot déjà? Non, c'est la Didi. Okay. En fait, c'est des étudiants de l'école Roche qui ont donné des surnoms à plusieurs enseignants. Et j'y suis passée aussi. Donc, la Didi, c'est moi, c'est la directrice. Et on me croise dans les couloirs et on m'appelle comme ça. Ah, c'est resté maintenant? Pas tous, évidemment, mais pour quelques-uns. Ok, vous avez fait une liste du coup avec le prof et son surnom. Ah, il y avait... il faudra faire une liste, ça. Oui, il y avait chef suprême. Pas mal. Oui. Donc, non, ils ont tous eu... on a même une porte dans une classe en particulier des plus jeunes, des hashtags, où ils mettaient justement les meilleurs profs, le meilleur prof de ci, le meilleur prof de ça. Donc, on se prête volontiers au jeu pour être encore plus proche et avoir ce côté encore plus familial. Ça montre une dynamique assez différente de personnellement, de ce que moi j'ai connu, etc. Donc, c'est assez... c'est certain que je suis pas une directrice enfermée dans son bureau. D'ailleurs, pour la plupart, ils disent que j'ai même pas un bureau de directrice parce qu'il est ouvert. Il y a 2 portes d'entrée. Enfin, les étudiants ils peuvent rentrer quand ils veulent. Donc non, c'est vraiment pas mon optique de diriger un établissement scolaire. C'est plutôt d'être encore plus proche d'eux parce que finalement, c'est eux qui me donnent les inputs pour évoluer et puis pour m'améliorer tous les jours. Si on fait le lien, tu parlais de l'école publique aussi avant, école publique, école privée. On a parlé du système suisse d'une certaine manière où on dit, OK, l'école publique aussi est bien. À quel moment l'école privée peut vraiment venir ajouter quelque chose et venir amener une différenciation? Est-ce que c'est... on parlait d'avant de diagnostic. Est-ce que dans ces cas-là, quand on est dans une école privée, on va forcément pouvoir avoir une meilleure prise en charge, on va pouvoir amener quelque chose de différent à l'étudiant qu'on ne pourra pas faire dans l'école publique, c'est normal, c'est des plus grandes classes, on n'a pas forcément le temps, etc. Est-ce que là, c'est la plus grande différence ou il y a d'autres choses aussi que vous amenez en tant qu'école privée d'une certaine manière? Alors, en tant qu'école privée, évidemment, on va être beaucoup plus... on va plus être en mesure, mais toujours aussi grâce à ces effectifs un peu plus réduits, à faire un peu plus de personnalisation pour chaque étudiant. J'apprends rien à personne si je dis que aucun de nous apprend de la même manière. Bon. Donc, du coup, pour un enseignant, quand il a une classe de 25, comment il fait pour personnaliser l'explication à tel et tel étudiant, etc., etc. Comment on fait pour justement transmettre de manière plus précise un exercice ou une compréhension à l'élève? Ça devient très complexe. Par contre, dans une école privée, et particulièrement dans l'école Roche, pour nous, c'est fondamental que l'étudiant puisse personnaliser, même au niveau du temps, l'enseignement à chaque étudiant. C'est ce que vous utilisez souvent le terme flexibilité aussi. C'est notre force. Est-ce que c'est ça, cette flexibilité-là, c'est pouvoir se dire cet étudiant-là, généralement, on le connaît maintenant, il apprend mieux de cette manière-là, on sait qu'on va devoir l'aborder de cette manière-là, on sait qu'il faut le challenger un peu parce que c'est comme ça qu'il va... On passe beaucoup de temps aussi avec chaque étudiant pour comprendre avec eux quelle est leur méthode de travail. De nouveau, personne n'apprend de la même manière. La méthode qui est, entre guillemets, proposée fonctionnera pour une partie des élèves, peut-être pas pour les autres. Donc, du coup, on va prendre le temps vraiment de prendre chaque élève, de décortiquer un petit peu sa manière d'apprendre et puis de lui proposer des pistes afin qu'il puisse trouver sa propre méthode.
Par curiosité, ça se fait comment? Ça veut dire, est-ce que c'est l'enseignant qui va, en parlant, en découvrant l'élève, qui va se faire son idée, qui va comprendre comment il fonctionne? Ou est-ce que ça passe par des outils, des tests, etc.? Ou est-ce que c'est un mix des deux? C'est un peu un mix des deux, mais c'est essentiellement le relationnel que l'enseignant va avoir avec l'étudiant. Et quand je dis l'enseignant, on pourrait dire les enseignants. Parce que l'école Roche, outre à moi évidemment, on a la chance de pouvoir compter sur un conseiller aux études, on a la chance de pouvoir supporter aussi un responsable pédagogique. Donc c'est des personnes en fait qui vont être un peu plus à l'écoute de tout ce que les autres enseignants vont dire et rapporter sur tous les élèves. À ce moment-là, on va désigner la meilleure personne, entre guillemets, qui va prendre en charge l'élève pour le soutenir dans cette démarche, mais toujours avec des sauts de ils viennent me voir, je valide, ils viennent voir les responsables en dessous, ça valide, et puis on avance comme ça. Mais ça paraît procéduré, mais en fait, c'est très fluide parce que l'école Roche, c'est un peu une grande famille, quoi, avec les bons et les mauvais côtés d'une bonne famille, hein. Donc, du coup, on va pouvoir aller beaucoup plus vite dans la prise de décision et beaucoup plus vite aussi dans le déploiement de la décision. Ça, c'est aussi une force qu'il faut reconnaître à notre école. Oui, parce qu'on parlait entre guillemets des diagnostics, c'est des choses qui sont connues, mais il y a aussi la vie qui fait que tout d'un coup, il va se passer quelque chose dans la vie de l'élève, comme il peut arriver plein de fois. Et puis là, vous avez aussi quelque chose à faire, j'ai envie de dire, parce que là, il se passe ça dans la vie de l'étudiant en ce moment, c'est compliqué pour lui. Comment est-ce qu'on s'adapte aussi? Comment est-ce qu'on peut l'aider dans cette phase? Comment ça va impacter son apprentissage, etc., etc. Ce qu'on ne peut pas forcément faire, comme tu disais avant, dans une classe de 25, etc. Ce qui est impossible, parce qu'il y a la vie qui se passe en dehors, mais tant pis d'une certaine manière. Alors que là, on peut s'adapter parce qu'on a cette flexibilité. Absolument, je pense que c'est... moi, je le dis souvent, même aux parents des élèves, à cet âge-là particulier, qui est cette pré-adolescence, adolescence, post-adolescence. On est un peu comme les rouages d'une montre. Du moment qu'il y a un grain de sable qui se met dans un des rouages, que ce soit la famille, le côté social, le petit copain, la petite copine, les études, ils ont beaucoup. Alors nous, en grandissant, en prenant un peu quelques claques, on fait la distinction quand on arrive au travail, on dépose les problèmes, etc., etc. Eux, pas du tout. Eux, ça fait partie d'un ensemble. Donc le nombre d'heures que je passe, que les enseignants passent, que même la responsable administrative chez nous passe, avec les étudiants pour écouter tous les petits soucis et grands soucis pour eux, on les compte plus. Mais c'est ce qui fait que vous les connaissez bien aussi après derrière et que vous pouvez vous adapter d'une certaine manière. Je vais aller plus loin, c'est que c'est pas seulement qu'on les connaît bien, mais c'est qu'on instaure un réel rapport de confiance. Ça veut dire qu'ils commencent à avoir de nouveau confiance dans une autorité ou dans un adulte. Ce qui est souvent pas plus le cas. Moins, pas le cas, mais plus le cas. Ouais. Moins le cas. Bravo, beau travail. On croise les doigts. Et du coup, on en a parlé avant, donc École Roche, École Panorama. École Panorama, de nouveau, tu peux m'en dire un peu plus, c'est dans le domaine médical, mais sur complètement un autre secteur, un autre type de personnes aussi, on est plus sur les adultes. Oui, Panorama, c'est plutôt une formation pour adultes, donc on est après justement la scolarité obligatoire. C'est pour les personnes qui font pas prendre la voie de la maturité pour aller plutôt dans un parcours, on va dire académique, mais plutôt dans un parcours professionnel. Panorama, c'est une école médicale. Où on va former des assistantes médicales pour le CFC. On va avoir jusqu'aux délégués médicaux avec toutes les formations continues qui sont entre deux, on va dire. Donc, on continue à former même des personnes qui sont en poste depuis plusieurs années et qui viennent chez nous régulièrement refaire des formations continues dans le domaine médical essentiellement. Ok. Et pourquoi le domaine médical? Est-ce que c'était une opportunité? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui t'a amené en fait
Alors, je pourrais répondre concrètement tu dis pour moi? Oui, alors qu'est-ce qui, toi déjà, t'as intéressé aussi peut-être dans ce domaine, mais aussi quelle était l'opportunité? Il y a École Roche et puis après, il y a Panorama qui sont quand même assez différentes. Tout à fait. Après, ça amène à ma question d'après, c'est comment elles se complètent dans ta vision, mais on y reviendra après parce que je pense que c'est aussi ça qui est vachement intéressant. Mais là, plus concrètement, de dire est-ce que c'était une opportunité de dire il y avait cette école, elle était là, et puis il y a plein de choses à faire aussi dans ce domaine-là avec les adultes, entre guillemets, puis il y a tout autant de choses à modifier dans la manière dont on apprend, formation continue et autres. Absolument. Alors bon, c'est vraiment une autre approche, un autre domaine, une autre pédagogie, un autre système. C'est vraiment assez distinct. Personnellement, je suis ravie et enchantée de pouvoir diriger une école dans le domaine médical, parce que le domaine médical, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, passionnée. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir justement être proche de ces métiers qui ont une importance capitale dans la société. Donc, du coup, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accompagne cette école. Tu combines un peu d'un côté, l'aspect médical qui a un impact extrêmement fort et l'éducation qui a un impact aussi extrêmement fort. Et c'est comment... Oui. Vous avez réussi d'une certaine manière à combiner les deux au sein je suis à fort impact. D'une seule, là-dessus, vous êtes fort. Comment vous travaillez aujourd'hui pour évoluer dans autant pour l'école, je dirais, Roche que pour Panorama, mais avec tout ce qui se modifie. Je parle surtout de l'IA aujourd'hui, on parle surtout de l'IA, de la modification. Comment ça va changer? J'imagine que c'est déjà le cas, ça a déjà changé beaucoup. Comment est-ce que vous vous adaptez à ça? C'est quoi un peu toi ta vision en disant est-ce que c'est quelque chose, voilà, il faut le prendre, il faut l'utiliser comme outil. Comment toi tu vois cette arrivée de cette énorme machine? Aujourd'hui, j'ai l'impression on dit IA, mais c'est tellement gros, donc on va essayer de faire simple, mais on va dire ChatGPT, voilà, pour vraiment cadrer le truc, parce que sinon on peut en parler pendant des heures, mais toi, tu le vois comment, cette chose arriver dans le domaine de l'éducation? Alors moi, je suis personnellement déjà très friande de ce genre de nouvelles technologies. J'y apporte une importance, une grande importance. Je pense qu'on ne doit pas contrer. Au contraire, on doit l'intégrer et on doit éduquer à ces nouveaux outils. Et de nouveau, en tant qu'école ou institut de formation, il est fondamental de prendre le virage. Donc, ça s'intègre au sein des formations, ça s'intègre surtout au sein de la pédagogie et au sein de l'accompagnement des enseignants. Il faut d'abord les éduquer eux. Autant eux l'utilisent, ouais, c'est aussi autant important pour eux que pour l'étudiant. Très pour eux aussi. Et du coup, au contraire, moi je dis oui pour ces technologies, l'intégration de ces technologies au sein de la formation et de l'éducation. Mais un grand oui. Ok. Donc vous, c'est le cas aujourd'hui dans les deux instituts, dans les deux centres. J'ai de la chance aussi de pouvoir participer à l'élaboration de programmes éducatifs dans ce domaine-là. Donc, je suis pour. Alors, quand je dis ça, je le dis avec conviction, mais faut pas mal m'interpréter, c'est-à-dire que j'y vais quand même avec beaucoup d'attention. Mais je suis de nouveau très convaincue du fait qu'avec une éducation, avec un soutien, avec un support, avec une explication, tout le monde pourra l'utiliser à bon escient. Mais c'est ce que tu disais avant un peu, on a appelé ça modération, mais dans la même idée, ça veut dire que c'est un outil, dans les deux cas, ça peut être positif ou négatif, ça dépend comment il est amené, comment il est utilisé, comment il est utilisé autant par les enseignants que par les étudiants. Absolument. Mais c'est surtout ça, c'est comprendre quand il marche, comprendre à quel moment il peut nous être utile et à quel moment il peut être, entre guillemets, négatif, etc. Et ça il ne faut pas oublier que cet outil, il est là pour servir l'homme et pas l'inverse. Il faut l'utiliser et comprendre comment l'utiliser. Si on fait un petit zoom sur ta vision de l'éducation, de nouveau, on en avait parlé au téléphone, tu m'as dit une deuxième chose qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit cette phrase qui était « Je construis pour les 50 prochaines années à venir ».
J'ai adoré cette phrase. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que souvent, quand je parle avec des gens, c'est quoi ton plan dans 5 ans? C'est quoi ton plan? Allez, si on dit 10, on a l'impression que tu vas voir loin. Et toi, tu m'as parlé de ces 50 ans. Est-ce que tu as toujours eu cette vision? Pourquoi est-ce que tu as cette vision à 50 ou peut-être même 100, c'est égal, mais en fait, pourquoi tu penses aussi long terme en fait? Alors là, je dois remercier notre président du conseil d'administration. La première fois que j'ai entendu cette phrase, elle venait de lui. Où il m'a confié que pour lui, c'était un projet de longue date, en fait, jusqu'à sa retraite. Mmh. Et je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on n'est pas dans le côté consommation pure, où je fais une expérience de 5 ans, j'acquiers cette expérience et je change. Et j'ai été fascinée, en fait, par cette vision et je me la suis appropriée. En me disant, oui, j'ai envie d'accompagner le groupe dans cette direction jusqu'à la retraite. Mais c'est rare d'entendre ça, je trouve, comme tu dis, c'est assez agréable. Lui te l'a donné, toi, t'es en train de me la donner, j'ai l'impression, donc je te remercie. Mais c'est vrai que c'est assez rare parce que souvent on dit, ah, mais voilà, les 3 prochaines années, on va faire ça, puis les 5 prochaines années, on va faire Oui. ça. Et on a rarement. J'ai eu une discussion avec un entrepreneur récemment, justement, qui parlait d'une vision à 100 ans, en disant, mais j'espère que mes enfants auront, peut-être qu'ils feront pas la même chose, mais qu'ils auront au moins la vision. Et de nouveau, après, ça peut passer par d'autres sociétés, par des nouvelles choses, etc. Mais au moins, la vision est la même et dans le but de dire, bah, c'est en fait, dans très longtemps, quoi. Mais ça, oui, c'est parce rare, qu'en je trouve, fait, aujourd'hui. quand on construit, on ne peut pas voir les fruits d'une construction à 5 ans. Et on ne peut même pas voir en 5 ans l'évolution qu'on peut avoir nous-mêmes. Au contraire, aujourd'hui, si je parle avec quelqu'un qui veut faire un projet avec moi ou qui veut intégrer les projets, je lui dirais ça. Je lui dirais, qu'est-ce qu'on fait ensemble jusqu'à ta retraite? Ouais, c'est pas mal, c'est génial. Mais parce que ça fait un clin d'œil aussi, on l'oublie trop souvent, hein, que ça fait seulement une trentaine d'années qu'on réfléchit de cette manière-là. Mhm. Parce que nos parents, c'était pas ça. Non, justement, c'est pour ça que quand tu me l'as dit, ça m'a fait un petit choc et j'étais là, c'est vrai que moi je suis le premier, je critique, mais je suis le premier à réfléchir à 5 ans. Donc c'est pas du tout, même moi j'ai mais j'étais réalisé que je le pareille. faisais, j'étais là, ouais, dans 2 ans, dans 5 ans, puis même 5 ans, j'étais là, je dis 5 pour dire loin. Et quand tu me l'as dit, je me le suis noté parce que voilà, ça m'a fait un petit choc et je me dis, mais c'est vrai que de réfléchir de cette manière-là, ça change tellement la manière dont on travaille, la manière dont on voit, ce qu'on construit, etc. Ce qui m'amène à une autre question qui est, aujourd'hui, si on prend ces 2 instituts, ces 2 écoles, on va imaginer une vision à 50 ans. Qu'est-ce que vous voudriez, avec le groupe, laisser qu'est-ce que vous voudriez laisser, en fait? Est-ce que c'est un nouveau système? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est justement une vision de l'éducation? Est-ce que qu'est-ce que c'est, en fait, ce que vous voudriez qu'on garde après 50 ans? Ou même 100, hein, c'est égal. Mais... Alors, l'objectif à 50 ans, c'est quand même de pouvoir avoir des étudiants, on va dire, du plus jeune âge jusqu'à ce que les gens ont envie d'apprendre. Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Et là, je vais parler de manière personnelle. J'aimerais laisser des valeurs. J'aimerais qu'on reconnaisse le travail qu'on fournit tous les jours comme pour ancrer certaines valeurs. Et c'est quoi ces valeurs que tu voudrais Les valeurs de l'amour d'apprendre, pas par obligation, mais par envie et par amour de découvrir. J'aimerais laisser la valeur de on croit en nous. On croit dans ça va être un peu biblique, hein, ce que je veux dire, mais on croit dans notre prochain, dans ses capacités, dans ses compétences, et on l'accompagne. Et cet aspect, vraiment, la valeur, les valeurs humaines, en fait, hein, de base, on va dire. Je ne vais pas réinventer la roue, hein, je veux juste les marquer, c'est tout. C'est déjà pas mal. Tu veux être cette personne qui nous a marqué positivement. C'est ça. On boucle la boucle avec... je me seras cette personne-là. Je pense que tu es déjà cette personne-là pour certaines personnes. Pour d'autres moins, certainement. Après, je pense que c'est toujours comme ça. La manière dont on parle avec certaines personnes, d'autres vont prendre positif, négatif. Il y a toujours ces deux côtés-là. Mais d'avoir encore plus
de personnes que tu peux toucher de cette c'est ma plus manière-là. grande gratification, c'est de me dire, des fois, je me surprends à imaginer certains élèves autour d'une table avec leur famille, leurs enfants, etc. Et puis dire, mais tu te souviens Et ça va être le plus beau cadeau de dire, tu te souviens de cette directrice, puis tu te souviens de ce prof. Ah mais oui, mais c'était l'école Roche. Mais en fait, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé dernièrement d'avoir croisé des alumni qui avaient une quarantaine d'années, qui avaient fait un passage à l'école Roche, et puis qui sont venus enthousiastes passer la porte de cette école. Tout avait changé, évidemment. Mais encore, je revoyais en eux un peu ces regards d'enfants où ils repassaient cette porte de l'école. Et j'ai trouvé ça quand même incroyable, quoi. Donc oui, j'aimerais marquer les gens comme ça, quoi. Ça, c'est génial. Ouais. C'est une belle vision sur les 50 prochaines années. Oui. Bon, génial. Écoute, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé toute cette histoire et à la vision que vous avez, de m'avoir aussi... ce qui m'a permis de voir une autre manière aussi avec ces 50 ans. Ça m'a un peu marqué, ça m'a un peu choqué, mais dans le bon sens. Et je pense que si tout le monde peut avoir un peu une vision différente là-dessus, ce sera intéressant. Et de nous avoir présenté aussi ces deux écoles et votre manière de faire. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci. Merci.